Nous recevons Marie-Josée Monzin avec un livre qui s'appelle Accueillir, que j'ai là, et qui est de l'autre côté sur la table d'ombre blanche. Et vous pouvez également, vous pourrez sans doute dédicacer les livres si les gens vous achètent ce livre. Vous êtes à leur disposition pour le dédicacer. Alors, oui, je voudrais quand même ajouter le sous-titre. C'est pas simplement accueillir. Le sous-titre m'importe. C'est venu d'un ventre ou d'un pays. Voilà. Alors, je voulais vous souhaiter la bienvenue à ce salon du livre dédié à la culture, à l'histoire et à la tradition maçonnique. Quand on évoque la franc-maçonnerie, d'abord, on en vient à parler de ses valeurs, des valeurs humanistes. Et c'est dans ce cadre-là qu'on vous reçoit aussi, parce que votre point de vue est un point de vue humaniste. C'est le point commun qui relie les maçons du monde entier, par-delà leurs rites, leur singularité, leurs obédiences. C'était déjà vrai au XVIIIe siècle, ça l'est encore bien sûr et plus que jamais aujourd'hui. Ce sera au cœur de nos échanges. Quelques mots de présentation de Marie-Josée Monzin. Philosophe, diplômée de l'École normale supérieure, vous êtes universitaire, directrice émérite de recherche à l'Institut Marcel Mauss au CNRS. Votre domaine d'étude premier, le rapport aux images et au langage, voilà qui nous parle un petit peu à nous qui travaillons sur les symboles. Vos travaux au cours de l'époque byzantine avec sa problématique de l'iconoclasme jusqu'à notre époque contemporaine avec la publicité, la propagande, les actualités, l'art contemporain, et vous m'avez même souligné tout à l'heure, le cinéma, le théâtre, des sujets qui ne manquent pas dans notre société de l'image, comme on a tendance à l'appeler aujourd'hui. Alors, de nombreux ouvrages sont disponibles, vous les verrez sur notre stand partenaire Ombre Blanche. Au seuil, images, icônes, économie, les sources byzantines de l'imaginaire contemporain. Toujours au seuil, le commerce des regards. Chez Bayard, Homo spectator ou l'image peut-elle tuer? Chez Gallimard, qu'est-ce que tu vois? Point d'interrogation. Et des ouvrages dédiés au cinéma, à Michel-Ange, à Van Gogh, à l'approche de la transparence et de l'opacité chez les artistes contemporains chinois. Et également un livre en commun avec Laurie Lofer au PUF sur l'énigme du deuil. Voilà, tout ça est à découvrir sur le stand de notre partenaire Ombre Blanche. Vous êtes aussi une femme engagée, et dans la présentation, je crois que ça a son importance, c'est une part importante de votre personnalité. En 2015, vous faites partie des signataires de l'appel des 558, publié par Mediapart, aux côtés de personnalités comme le président de la Ligue des droits de l'homme, en référence aux personnes arrêtées alors qu'elles manifestaient pour la défense des droits des migrants durant l'état d'urgence. En 2016, vous participez à Nuit debout, un mouvement pacifiste qui dénonce le projet de loi de travail qui remet en cause un certain nombre de droits acquis aux travailleurs. Femme engagée, femme ouverte sur le monde, vous êtes née à Alger, vous avez cette culture de l'ailleurs. En tout cas, on ressent dans votre dernier ouvrage une aspiration cosmopolite au multiculturalisme. J'ai bien fait avant de vérifier que c'était le bon mot, au multiculturalisme, et à l'ouverture à l'autre dans sa différence et sa richesse. Alors, Accueillir, donc, c'est votre dernier livre. Il est l'objet de cette table ronde. Il est publié au Lien qui libère, qui déjà donne tout un programme. Et il a attiré le regard des organisateurs car il semble résonner fortement avec le thème de cette édition, qui est, je vous le rappelle, par-delà le chaos, l'espérance. Le chaos qui nous renvoie aux multiples crises internationales, climatiques, économiques, crise de l'identité et crise des valeurs. L'immigration, les exils, les déplacements de population sont au cœur de cette actualité. Ils ne font que exploser aujourd'hui, souvent avec leur vertige, leur violence, leur drame, leur déchirement, leur souffrance. C'est un sujet central du débat public et politique qui nourrit souvent des prises de position passionnelles et qui nourrit aussi les extrêmes et les remises en cause. Et puis, au milieu de ce chaos, il y a aussi l'espérance qui porte la dimension philosophique et même éthique de ces sujets, qui renvoie à des valeurs importantes pour les maçons, en premier lieu à la fraternité. Et on verra comment vous pouvez écrire le mot fraternité avec une orthographe particulière. Avant de passer au dialogue, votre livre est une adresse, une invitation à repenser tout à la fois l'hospitalité et la filiation. Vous y développez une pensée qui nous amène vers la nécessité de l'accueil, mais pas l'accueil n'importe comment. Vous nous invitez à une conversion de regard vis-à-vis de l'autre, à une démarche d'aller vers, progressive mais complexe, que vous rapprochez de l'adoption. Une autre façon de penser nos liens et d'orienter notre regard. Et donc le sous-titre très important, Accueillir, venu d'un ventre ou d'un pays. Donc ma première question,
c'est une phrase qui arrive très vite dans votre livre. Vous dites « Naître ne suffit pas, encore faut-il être adopté ». Et donc il va falloir nous expliquer. Vous citez même dans les premières pages Marguerite Duras qui dit « Il y a très peu d'orphelins, il n'y a que des gens sans imagination ». Vous dites ailleurs « Accueillir est un art qui mobilise toutes nos énergies créatrices ». Alors, comment ça se fait que naître ne suffise pas et comment faut-il faire pour être adopté ? Bonjour, merci de votre accueil, merci de votre accompagnement. Oui, c'est même la première phrase du livre. Naître ne suffit pas, encore faut-il être adopté. Donc ça fait entendre, aussi bien que venu d'un ventre ou d'un pays, ça fait entendre que je pars d'une remise en question, d'une priorité qui serait donnée pour construire une identité et une légitimité à appartenir à un monde ou à une communauté à partir d'une appartenance biologique, d'une ressemblance, d'une identification par des signes qui relèvent uniquement de l'habitude, de la culture ou de la normalisation. Il se trouve aussi, comme nous tous, que je suis intéressée et concernée par la modification actuelle, depuis un certain nombre d'années maintenant, des conditions biologiques, les conditions autrefois dites naturelles de l'arrivée au monde et qui font qu'aujourd'hui, des enfants viennent dans des circonstances qui sont nouvelles et que le phénomène de l'adoption est de plus en plus courant, mais pas seulement. Donc, à partir de cette remise en question de la stricte légitimité d'un lien biologique, j'ai associé l'enfant qui vient de naître à l'exilé qui nous arrive, en construisant la phrase que je vous propose, c'est « Qu'est-ce qui m'arrive quand tout autre arrive ?» De quelle façon je suis affectée par l'avènement et l'arrivée de celui que j'appelle le nouveau venu. Qu'il soit un nourrisson, ou qu'il soit un étranger venu d'ailleurs, ou qu'il soit pas de mon genre, de ma communauté, bref, qu'il ne soit pas des nôtres et bien de chez nous. Donc c'est une mise en crise de la légitimité, c'est une mise en crise des critères d'identité, la non-nécessité de construire une identité et une subjectivité à partir soit d'un lien biologique, soit de conventions strictement culturelles. Et c'est tout cela qui m'a mobilisée pour reconnaître dans la notion d'adoption ce qui faisait de nous, je me permets ici de dire des frères. Seulement j'ai choisi, vous êtes bien placé pour utiliser les mots de la filiation sans être de la même famille, biologiquement. Mais c'est pas aux francs-maçons que je pensais particulièrement, mais plus largement à tout le monde, au monde entier. Et donc j'ai abandonné l'orthographe de filiation, F, qui vient du latin filius, filia, qui désigne véritablement l'articulation biologique du lien. Je suis revenue vers les Grecs qui me sont chers, ceux qui écrivent non pas filiation avec un F, mais avec PH, avec la lettre phi, PH, qui renvoie à la philia. C'est le mot qui veut dire amitié, qui veut dire lien contractuel. Le lien contractuel étant le lien de l'adoption. Et là, appartenir chez les Grecs à la fratrie, ce n'est pas appartenir au groupe des frères et des sœurs qui sont nés d'un même ventre, c'est appartenir à une communauté qui se constitue, se construit à partir de critères
qui peuvent être symboliques, qui peuvent être politiques, en tous les cas, qui engagent politiquement la question de l'accueil et de l'hospitalité dans des termes qui ne sont plus du tout liés à l'histoire des ovules et des spermatozoïdes. Donc, j'ai beaucoup tenu à mener d'emblée tout le livre au nom de la filiation et de l'adoption, puisque je choisissais les Grecs avec la filia. C'est de rappeler que c'était chez les Grecs eux-mêmes que pour qu'un enfant entre dans la communauté, il n'a jamais été nécessaire ni obligatoire que la mère, qu'il y ait une mère et un ventre, mais qu'il y ait une cérémonie, un rituel, un dispositif, une scène quasiment contractuelle que l'on appelait qui était l'amphidromie, qui consistait à prendre, pour le père, à prendre l'enfant dans ses bras et à tourner 7 fois autour du foyer en présence de la famille de la mère et de la famille du père et de la fratrie, et que c'était seulement à partir de ce rituel, de ce contrat ritualisé et construit, qu'on décidait que l'enfant qui venait d'arriver entrait dans la communauté et était accepté. Sinon, on l'exposait ou bien on le proposait à l'adoption. Adoption qui pouvait être, en effet, qui pouvait opérer aussi bien avec quelqu'un qui ne pouvait pas avoir d'enfant ou quelqu'un qui, par exemple, un homme jeune pouvait en Grèce adopter un homme plus vieux que soi, mais ayant des enfants de façon à assurer la transmission de son patrimoine. Si vous voulez, il y a plein de cas particuliers. En tous les cas, adopter était véritablement le mode sur lequel se construisait le lien social, l'identité, l'appartenance à la communauté et les obligations d'accueil, d'hospitalité. Donc, pas d'hospitalité sans adoption. De ce fait, non seulement j'ai repensé en termes psychanalytiques le fait que si on va voir un analyste, c'est très souvent parce qu'on n'a pas été adopté par ses parents, si je puis dire, et qu'on se soigne de cette absence d'adoption ou des échecs du lien, alors que la biologie est présente. Et inversement, comment penser l'accueil de l'étranger, l'accueil de l'émigré, l'accueil du premier venu et du nouveau venu en termes d'adoption? Et ce qui s'ajoutait à cette question de l'adoption, c'est l'engagement des deux parties. C'est-à-dire que adopter, c'est pas seulement la question de celui qui reçoit, c'est aussi la question de celui qui est reçu. C'est-à-dire non seulement quand on accueille, on est en situation de devoir adopter, quand on arrive, on est en situation aussi de réciprocité et d'adopter celui qui m'accueille. Donc c'est cette circulation du lien qui se construit à travers la parole, à travers des rituels, mais aussi à travers des gestes extrêmement précis qui sont donner un toit, donner à manger, prendre la parole, partager la langue, etc. Et de faire circuler les choses de telle sorte que celui qui reçoit autant que celui qui est reçu. Que celui qui reçoit n'est pas quelqu'un qui arrive sans rien, qui arrive avec son histoire, tout son passé, sa culture, sa demande, voilà. Et donc, je voulais aussi mettre en jeu et en action l'idée suivante, à savoir que nous ne sommes pas simplement en situation d'offrir à celui qui arrive, pauvre, affamé, qu'importe, et de lui donner ce qui lui manque, mais de reconnaître dans celui qui arrive qu'il vient aussi m'apporter quelque chose qui me manquait. Voilà. Il faut que celui qui arrive me manque.
et que la circulation de ce que Lennart appelait, ou Bauss appelait le don et le contre-don, circule. Voilà. Donc, accueillir, c'est pas simplement ouvrir sa porte, c'est s'ouvrir aussi à tout ce qui arrive, d'où l'expression à laquelle je tiens. Qu'est-ce qui m'arrive quand tout autre arrive? Voilà, j'ai répondu. Oui, assez largement. Moi, je pose les premières questions. Après, c'est la salle qui pourra rebondir aussi. Vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, côté accueillant, effectivement, l'autre est un inconnu. L'étranger porte à quelque chose d'étrange. Cela interroge notre capacité à être confronté à l'altérité, à dépasser nos préjugés aussi. Vous dites à propos du contact avec l'autre, il introduit une transformation de ma propre présence. Et vous vous demandez, c'est votre phrase, qu'est-ce qui nous arrive quand tout autre arrive? Finalement, comment l'hospitalité vient se confronter à notre réel aujourd'hui? Ça veut dire quoi? Comment notre réel peut être transformé? Comment notre quotidien peut être transformé par cette dimension qui est côté accueillant, qui est une injonction finalement à se transformer par la présence de l'étranger? Si on veut transformer une réalité partagée, une réalité spatiale, temporelle, culturelle, langagière, matérielle, disons, appelons ça la réalité, ça n'est possible qu'à travers une métamorphose de l'imaginaire. Ça passe par là, chez les humains. C'est quelque chose que j'ai pu travailler dans le livre qui précédait, au sujet de la question de la colonisation. Quand j'ai écrit le livre qui s'appelle « K comme colonie », Kafka et la question de la transformation de l'imaginaire colonial, parce que là, dans la question de l'immigration, on intègre évidemment aussi toute la question coloniale, qui est le fait de s'être approprié les terres et les biens de peuples entiers en ne les ayant pas adoptés précisément. Et donc quand ils arrivent, tout se remet en marche et tout se remet. Donc la question d'une métamorphose des conditions imaginaires, de l'imaginaire, c'est-à-dire, je dirais dans votre vocabulaire, dans le vocabulaire de vos institutions, on dirait que c'est l'ensemble des productions symboliques qui est en jeu, et il n'y a pas de possibilité de construire une réalité partagée si on ne partage pas la langue et les matériaux. C'est pour ça que dans ce livre, pour moi, il y a deux, si vous permettez que je poursuive, il y a deux moments importants, deux moments de référence importantes. La première, qui ouvre le livre, c'est l'histoire d'Ulysse chez Homère, dans l'Odyssée. De découvrir, je le découvrais avec mes études classiques, je découvrais que l'Odyssée, qui est fait de 24 livres, de 24 chants, et dont tout le monde sait, ou pratiquement tout le monde sait, que l'Odyssée, c'est l'histoire d'Ulysse qui, après la guerre de Troie, rentre chez lui à Ithaque et met 10 ans à y arriver. Ou Pénélope, bon, vous connaissez l'histoire, est en train de tisser pendant 10 ans en attendant le retour du roi d'Ithaque, qui va venir. Or, qu'est-ce qui se passe? L'Odyssée, Ulysse arrive à Ithaque au 12e chant. Chant 12, on est à Ithaque. Les 10 ans sont passés. 13e chant, jusqu'au 24e, 12 chants pour, une fois à Ithaque, construire sa place, être reconnu, être adopté, Il n'arrive pas chez lui en souverain qui dit « Enfin, me voilà chez moi, je suis le roi », comme dirait Offenbach, le roi qui s'avance, pas du tout.
Athéna a pris soin de le défigurer. Il arrive chez lui, à Ithaque, chant 12, il faut 12 chants pour que ce naufragé, vieillard, sale, misérable, méconnaissable, traverse toutes les étapes qui lui permettent de retrouver sa place et de reconstruire sa place parmi les siens. Et je trouve qu'on n'a pas assez travaillé cette question, de se dire que ça a pris autant de temps dans le chant homérique pour arriver au bout de la reconnaissance. Et quelle est la dernière personne au chant 24 qui reconnaît Ulysse comme étant et le roi d'Ithaque, et le mari de Pénélope, et le père de Télémaque, et voilà, eh bien c'est son père. C'est la dernière personne qu'il est allé voir en disant, ben voilà, c'est moi, Ulysse, ton fils, etc. Chant 24. Donc je trouve ça prodigieux. Quelle leçon! On n'arrive jamais chez soi. On n'est jamais chez soi, en roi, en souverain, en vainqueur reconnu. On arrive, là, quand on arrive, quelque chose est à construire étape par étape et qui passe par des combats, par des luttes. Il y a des moments avec les prétendants, etc. Il y a des combats, il y a même des armes, hein, puisque c'est l'arc d'Ulysse qui permet à Pénélope de se dire comment cet étranger a-t-il pu tirer des flèches avec cet arc, puisqu'il n'y a que Ulysse qui savait se servir de cette arme. Donc vous voyez, c'est à travers les armes que Pénélope, il y a deux choses pour Pénélope. Pour reconnaître son mari, c'est l'arme avec laquelle il a tiré dans le combat avec les prétendants, et le pied du lit, qui est un tronc d'arme, voilà. Donc, et puis, chant 24, ben on va chez papa, voilà. Donc, la filiation avec un F arrive à la fin, vous voyez. Donc, je voulais vous le rappeler pour que nous partagions ce témoignage de la culture qui construit la culture de beaucoup d'entre nous, hein, l'Iliade et l'Odyssée, voilà. Voilà. Il y a là quelque chose qui nous est indiqué et qui me paraît capital pour comprendre, pour déjouer, disons, le fantasme identitaire du « on est chez nous ». On arrive chez soi en étranger, et l'étranger qui arrive chez nous nous fait prendre conscience de notre propre étrangeté au monde, dans celui que nous croyons nous être familier et être le nôtre chez nous. Voilà. Donc, construire sa propre identité grâce à celui qui arrive, voilà qui me paraît capital. Et je voulais parler aussi d'autre chose. Je ne sais plus quel était le deuxième point. Ça me reviendra. Mais... En tous les cas, le premier, c'était l'histoire d'Ulysse, oui. Vous dites... Il y en a un autre, il me reviendra. Vous dites on ne peut être soi-même qu'en étant étranger à soi-même. Oui. Émigrer, notre commune condition, c'est la condition humaine, celle du voyageur. Kafka a exprimé la conviction que le sentiment d'exil était lié à la condition humaine, en dehors même de tout déplacement. Là, il est une sorte de mal-être, de questionnement, de recherche de soi, de sa place dans le monde. Quelque part, ne sommes-nous pas tous appelés à un moment de notre vie à être des exilés ou appelés à l'exil? Mais oui, à partir du moment où on cesse d'entrer dans le fantasme d'une identité héritée par la voie du sang, par la légitimité du sol, d'autant plus qu'on est dans un monde, si vous voulez, où d'abord, je l'ai dit, d'ouverture, la question de la filiation au sens biologique, elle est remodifiée, retransformée, métamorphosée en ce moment, et tant mieux. Je veux dire, il y a une ouverture à d'autres possibles, mais qui ne fait que nous obliger à construire justement l'hospitalité avec ceux qui arrivent par des voies qui sont tout à fait nouvelles. Et quant à celles qui amènent les émigrés, les migrants, elles sont un peu moins nouvelles, mais elles vont s'amplifier considérablement, puisque
la part d'habitabilité de la planète va se réduire et que la question de l'adoption va devenir fondamentale dans le régime de l'accueil et de l'hospitalité. Ah, ça y est, je sais maintenant quelle est la deuxième chose dont je voulais parler. J'y reviens. J'ai cité dans le texte, tout à l'heure c'était Homère, maintenant je vais citer quelqu'un qui a été un de mes maîtres, qui est mort, qui était un magnifique philosophe, qui s'appelait Jean Toussaint de Santi. C'était un Corse, un vrai Corse, et un grand philosophe. Et dans un de ses livres, il a raconté la chose suivante, qui m'a beaucoup accompagné dans la réflexion sur l'hospitalité. Il dit, en Corse, dans la tradition corse, quand arrive, vous savez que les Corses n'aiment pas beaucoup les gens qui ne sont pas Corses. Eh bien, quand arrive l'étranger, il y a un rituel qui s'appelle matériellement le mutale. Mutale. M-U-T-A-L-E. Qui se traduit par seuil. Au fond, quand l'étranger arrive, quand celui qui arrive au monde, dans notre monde arrive, il franchit un seuil. Il franchit ce qui part d'un ventre vers un monde aérien et aéré, mais il franchit aussi la frontière, il franchit le seuil de la porte, il franchit il traverse les murs, les frontières, etc. Alors que raconte De Santi? Il dit, en Corse, quand un étranger arrive, on met en place toujours, à l'entrée de la maison, un mutale, une zone qui doit être franchie. Et l'important, c'est que cette zone ne doit jamais être piétinée. Il faut passer par-dessus, il faut la laisser vierge. C'est très important. Il ne faut pas mettre le pied dessus. Mais pour franchir, pour passer, faire un pas qui franchit il mutale, le seuil de la maison, il y a des impératifs, il y a des règles. 1, on est en Corse, tu dois déposer toutes tes armes et tu dois déposer tous tes outils de travail. C'est ce qui se passe dans le monde rural. Hein. Donc on doit arriver nu, les mains vides, désarmés, sans outils. C'est très important. La deuxième règle, ne pas mettre le pied sur le seuil, le franchir en le maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un geste d'accueil et d'adoption, on doit toujours maintenir une zone que j'appellerais d'écart. On n'entre pas pour fusionner, on entre en faisant un saut, en franchissant quelque chose qui reste intouché. Autrement dit, il est très important dans une pensée de l'hospitalité de maintenir ce que De Santi appelait la régulation des écarts. Autrement dit, accueillir, ce n'est pas fabriquer de l'identité fusionnelle, enfin il est des nôtres, mais oui je te reconnais, mais oui. Bien, on n'est pas du tout dans une identification ou dans ce qu'on appelle une assimilation, c'est-à-dire similis, semblable. Hein. On n'est pas là pour devenir pareil, on est là pour enrichir de quelque chose de nouveau. Et ça me paraît aussi très important. Et il continue à décrire la cérémonie de l'accueil. Donc, on a déposé les armes, on a déposé les outils, on a soulevé son pied, franchi le seuil, et alors? Et alors, là, il faut que l'accueillant, l'hôte, vous savez que l'hôte en français, magnifiquement, désigne celui qui reçoit et celui qui est reçu, et que c'est le même mot que dans hostilité, hospitalité, hostilité, viennent la même racine latine, hostis, qui veut dire l'hôte et l'ennemi, comme en grec, xénos, qui veut dire l'hôte et l'ennemi, xénophobie, l'horreur de l'étranger, philoxénie, accueil de l'hôte.
Donc, vous voyez, dans les langues dont nous nous flattons d'être les héritiers, on ne cesse de nous rappeler que accueillir, c'est accueillir un étranger, ce n'est pas l'assimiler, ce n'est pas l'absorber, ce n'est pas fusionner, c'est accueillir dans une altérité, dans un écart qui résiste en même temps à toute identification fusionnelle. On n'a pas à demander à celui qu'on accueille de devenir pareil. Au contraire, nous devons à la fois lui faire partager ce que nous sommes et faire entrer dans notre vie ce que nous n'étions pas avant qu'il soit là. Donc c'est ça qui est très important. Donc c'était ça ma deuxième référence. Vous aviez d'un côté l'histoire du lys et d'autre côté ce modèle, cette scénographie, hein, on peut l'appeler la scène décrite par De Santi, c'est presque théâtral, hein, cette scénographie du Moutal qui indique quelque chose sur le désarmement et l'accueil. Et il disait, après les premiers mots que l'on adresse, on tend l'assiette, voilà, on tend l'assiette avec la nourriture et on commence à partager, à être sous un toit et partager la nourriture. Et donc cette scénographie est magnifique et je m'en suis beaucoup nourrie, si je puis dire, pour construire ma propre défense d'une hospitalité dans laquelle il y a un respect des écarts. Hein. On n'est pas là pour assimiler ou être assimilé. On est là pour faire entrer la différence et la construire dans un accroissement de nos ressources, dans la découverte d'un autre monde et et même dans l'accroissement de notre propre identité. Ce que j'appelle la possibilité de dire à celui qui arrive « Je ne te connaissais pas et je découvre que tu me manquais ». Alors, une autre question pour entrer en résonance avec l'actualité. On questionne souvent aujourd'hui les capacités d'accueillir à un seuil de tolérance. Jean-Jacques Rousseau disait « Partout les étrangers sont rares, ils sont bienvenus. Rien ne rend plus hospitalier que de n'avoir pas souvent besoin de l'être. C'est l'affluence des hôtes, H-O accent circonflexe T-E-S, qui détruit l'hospitalité. » Où on peut penser à une citation d'un ancien Premier ministre qui disait « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. » Hélas, Rocard, oui. À condition d'en prendre toute sa part. C'était sa deuxième phrase. Et donc, est-ce que la question de l'hospitalité serait une question d'échelle ? On est toujours un qui accueille un. Et les gens arrivent un par un. Ils arrivent en grand nombre. Nous devons, justement, nous, en grand nombre, les accueillir. C'est vrai qu'il y a trop peu de gens qui accueillent. C'est pas qu'il y a trop de gens qui arrivent, il y a trop peu de gens qui accueillent. Et que ce déséquilibre entre l'autre qui reçoit et celui qui est reçu vient précisément de la xénophobie. Si chacun de nous se considérait comme tenu d'accueillir, je ne vois pas ce qui nous inquiéterait en termes démographiques. D'accord. Oui. Simplement, c'est vrai que... On n'est pas assez nombreux à accueillir. Je veux dire, quand M. Trump et sa foule, ses 60% d'électeurs trouvent qu'il y a trop de gens qui arrivent, le problème, c'est que ces 60% qui sont pris dans une inhospitalité absolument absurde, compte tenu de ce qui est en train d'arriver. Je veux dire, on n'est pas dans un calcul du nombre. On est dans la question de savoir qui accueille qui et qui n'accueille pas. Voilà, c'est pas... Pour moi, c'est une fausse question, où elle ne devient vraie qu'à partir du moment où la majorité, ou ceux qui risquent de devenir la majorité, sont fondamentalement inhospitaliers. Alors vous avez eu des mots aussi dans une interview à Libération où vous dites qu'il faut accueillir envers et contre tout. Vous défendez, et aujourd'hui c'est quand même une mission délicate et difficile et compliquée en tout cas, le devoir d'hospitalité
quand on compare effectivement, là je voulais citer la mission qui a été donnée à un pays comme les États-Unis d'accueillir, en citant le poème qui est gravé sur le socle de la Statue de la Liberté, « Envoyez-moi vos pauvres, vos fatigués, qui en rang serré aspirent à vivre libre, les rebuts de vos rivages surpeuplés, envoyez-les-moi, les déshérités que la tempête me les rapporte, de ma lumière j'éclaire la porte d'or », c'est la Statue de la Liberté, c'est tout le projet qui était contenu aux États-Unis. Quand on voit aujourd'hui le renversement, comment on fait pour défendre ce devoir d'hospitalité? Comment on peut convaincre en définitive? Il faut se battre. C'est un combat. Aujourd'hui, la question de l'hospitalité nous oblige à nous battre. Oui, c'est un combat politique. Enfin, je voudrais mieux comprendre ce qui fait question dans votre question. C'est aujourd'hui la difficulté de convaincre. Si on prend les sondages, alors j'avais cette question-là aussi sur l'opinion des Français, c'est très réducteur, mais on a 65% des Français qui considèrent que notre pays compte déjà beaucoup d'étrangers et qu'accueillir des immigrés supplémentaires n'est pas souhaitable. Moi, je ne fais que l'orchestration de ces sondages qui sont désolants. 61% considèrent qu'on ne peut pas accueillir plus de migrants car nos valeurs sont trop différentes et cela pose des problèmes de cohabitation. C'est cette question d'être en capacité de convaincre que accueillir, c'est un devoir. Vous n'allez quand même pas me demander ce que je réponds aux membres du FN. Enfin, je veux dire que c'est pas ma famille, non. Ça s'entend. Pour l'instant, ils ne sont pas encore majoritaires. À nous de nous battre pour qu'ils ne soient jamais majoritaires. Bon, pour se battre, il faut lire le livre « Accueillir venu d'un ventre voilà. d'un pays ». Pas seulement ce livre, mais il faut... Entre autres, ça, c'est un chemin qui commence par ça. Vous avez la possibilité de poser des questions. Ah voilà. Et donc, l'instrument, il est à votre disposition de deux côtés. En tous les cas, pour conclure, je dirais que j'ai pris soin dans un autre livre de dire que nous ne vivions pas dans une situation démocratique, mais ce que j'appelais une phobocratie, c'est-à-dire un gouvernement par la haine et par la peur. Voilà. Et ça ne date pas c'est pas récent. C'est-à-dire que la situation, la phobocratie, elle va aussi d'ailleurs s'amplifier. Hein. C'est avoir peur de tout ce qui arrive. Être terrifié par ce qui arrive. Et cette phobocratie, l'organisation de la peur et de la haine, est la seule façon, en même temps, de légitimer l'armement, le fait d'armer tout le monde contre les agressions. Voilà. Et donc, l'organisation sécuritaire, policière et armée de cet armement contre celui qui arrive, contre tout ce qui arrive, c'est ce que j'appelle, contre la démocratie, une phobocratie, une organisation politique de la terreur et de la peur. Et l'utilisation d'ailleurs du mot terrorisme, qui finit par signifier beaucoup trop de choses et ne plus s'attacher à des faits particuliers, mais devenir une désignation englobante de tout ce qui nous met en danger, est dramatique. Oui. Donc, nous devons nous battre contre la phobocratie et surtout avoir du courage. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, pour se battre, il faut plus que jamais avoir du courage et ne pas avoir peur de se mettre en péril, de prendre des risques. On ne peut pas être tout le temps en sécurité et transformer un monde qui nous paralyse sous le signe de la haine et de la peur. Mais c'est un autre discours, c'est une autre conversation. Mais en tous les cas, voilà. Une question pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Le gouvernement qui organise la phobocratie, n'est-il pas, lui, le vrai terroriste? Il est surtout trouillard. On est gouverné par des gens
qui ne pensent qu'à leur propre sécurité et qui ont toujours peur qui ont peur de tout autre. Voilà. Sont des phobiques. Et donc, c'est ayant toujours peur de perdre leurs biens, de perdre leur place, de perdre leur souveraineté, de perdre leur pouvoir, vivant dans la crainte de leur propre ruine, ils alimentent une crainte générale, ce que j'appelle une phobocratie, qui justifie tous les moyens policiers, militaires, qui sous prétexte de défendre les citoyens, ne font que défendre ceux qui sont au pouvoir. Et s'assurer de leur sécurité, oui. Y compris avec des scénarios où eux-mêmes sont attaqués, enfin, cinéma. Oui, j'ai un peu l'impression que les cultures anciennes, antiques, avaient le sens inné de l'hospitalité. Il n'y avait pas besoin d'en parler, c'était automatique. Et qu'en même temps que les civilisations ont évolué, cette notion a disparu. Et maintenant, on en est réduit à devoir enseigner l'hospitalité. Je vais vous répondre en refusant le mot inné. Rien n'est inné. C'est construit, c'est culturel. Ça se transmet parce que nous sommes des êtres de parole et des êtres de langage. Nous sommes les sujets de la parole. L'hospitalité se construit avec la parole, entre gens de la parole. Et donc, dans l'Antiquité, s'il y a eu cette construction culturelle de l'hospitalité, comme vous l'avez entendu et vous venez de le confirmer, c'est parce que ça s'est construit culturellement. Ça s'est construit journellement, par des gestes. C'est pour ça que il se trouve qu'il y a un magnifique philosophe qui fait partie de la génération avant la mienne, Derrida, qui a fait un travail magnifique du point de vue philosophique sur la question de l'hospitalité. Il a construit, voilà. Seulement, il a voulu, en tant que philosophe, construire une pensée remarquable de l'hospitalité sous le signe d'une inconditionnalité de l'hospitalité, d'une hospitalité inconditionnelle, qui, dans un héritage, disons, avec le philosophe Lévinas, enfin, toute une tradition donc d'une hospitalité inconditionnelle. Qui finit par devenir une position radicale, philosophique, métaphysique, dont on pourrait dire que, sinon qu'elle est innée, en tous les cas, qu'elle fait partie de la définition du sujet de la parole. La position qui est la mienne est un petit peu différente, tout en admirant beaucoup le travail de Derrida. Un peu différente, je dis, l'hospitalité a des conditions. C'est pour ça que le texte de De Santi me plaît, parce qu'il parle des corps, de l'arrivée des corps, de ce qui arrive à des corps. Pas seulement l'idée de l'hospitalité, l'idée de l'étranger, mais celui qui arrive, il arrive avec son corps, qui a froid, qui a faim, à qui il est arrivé tout ce que nous apprenons qui lui arrive. Et donc, c'est dans la rencontre des corps que les gestes vont témoigner de la capacité de cette filiation, c'est-à-dire de cette adoption. C'est pour ça que franchir un seuil, donner à manger, partager de la parole, toucher. Souvenez-vous de Jacques Chirac qui trouvait que les gens se sentaient un peu forts. Le rapport au corps des autres est capital. Et dans le travail que je fais sur l'hospitalité, peut-être pas aujourd'hui dans la façon dont on a abordé les choses, mais en tous les cas pratiquement, ou dans la façon dont je m'engage moi dans des associations, l'accueil des corps est capital. Voilà, avec leur faim, leur froid, leurs odeurs, leurs besoins, leur frilosité, leur faiblesse. On accepte tout naturellement, entre guillemets, que quand un bébé arrive, la première chose qu'on fait, on s'occupe de son corps.
hein. On le lave, on le nettoie, on l'habille, on le nourrit, etc. Bon, ben c'est pareil. Quand on accueille toujours un corps. Donc j'insiste là-dessus pour dire que les conditions, l'engagement matériel et la façon dont les corps s'avancent les uns vers les autres et s'accueillent, c'est capital. C'est pas que l'idée de l'hospitalité, c'est de quelle façon on s'approche les uns des autres tout en respectant la régulation des écarts. Voilà. C'est tout un travail, c'est une scénographie d'une certaine, ou une dramaturgie, hein, à laquelle il faut réfléchir pour que soit respecté le corps qui arrive, la demande de ce corps, et en même temps la distance et l'autonomie et le respect des écarts avec ce corps. Voilà. Donc c'est en ce sens que je dis, c'est pas inné, ça se construit dans un espace de corps qui parlent, de corps qui sentent, qui ont faim, qui ont froid, qui ont sommeil. Et ça, c'est capital. Voilà. On ne peut pas faire l'économie uniquement conceptuelle en disant oui, j'accueille tout le monde, tout va bien. Voilà. Ça engage. Et donc, c'est vrai que quand vous avez parlé du problème du nombre, voilà, eh bien oui, il faut qu'il y ait plus de corps pour accueillir plus de corps. Ça, c'est certain. Vous m'entendez bien là ? Oui, merci Madame pour votre exposé dont nous avons besoin dans notre monde d'aujourd'hui. Alors ce qui me frappe, je ne sais pas si en fait ça va être une question, mais disons une remarque générale après vos propos. Vous avez parlé de l'adoption, de l'accueil de l'étranger, et ce qui m'a encore beaucoup interpellé dans votre exposé, c'est en fait ce lien que je fais avec la pensée de l'autre, parce que adopter, accueillir l'étranger, vous l'avez dit, je le traduis comme tel, c'est aussi savoir l'écouter, prendre le temps de l'écouter, prendre le temps de l'accueillir. Vous avez fait un lien avec l'anthropologue Marcel Mauss, avec son traité sur le don, c'est donner en effet et c'est recevoir. Alors ce sur quoi je vais rebondir, c'est votre lien avec la politique, avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde politique. Et j'ai terminé un livre récemment de Boris, c'est Boris Cyrulnik, qui parle des liens. Et il y a également un livre de Kaela Gillespie, La manufacture de l'homme apolitique. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre monde, on n'a plus de contradictions. Nous sommes dans une pensée unique. Reste à définir ce qu'est la pensée unique. Je crois que vous l'avez dit, vous avez parlé de courage. Nous manquons de courage. Il y a de moins en moins de courage. Courage, c'est savoir se frotter à l'autre, savoir, vous l'avez dit, prendre des risques. Je crois que dans ce que vous venez de dire, sur quelques mots, Madame, vous avez pris les risques. Et nous devons chaque jour prendre le risque pour accueillir l'autre, que ce soit dans sa pensée, donc au niveau politique, et que ce soit également, bien évidemment, dans l'adoption ou l'accueil de l'étranger. Alors pardonnez-moi, ce n'est pas une question en tant que telle, c'est un ressenti. Je l'entends comme un accompagnement, un accueil, mais en tous les cas, pour moi, l'expression pensée unique est une autre façon de parler de l'absence de pensée. Si la pensée est unique, c'est que ça ne pense pas. Donc il n'y a pas de pensée unique. Il y a une absence de pensée. Et elle peut occuper malheureusement des sujets pensants qui ne pensent plus. Et ça s'appelle, oui, la pensée unique. Mais ça ne pense pas là. Pour moi, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres sollicitations? Eh bien, on va conclure dans ces cas-là. Je sais pas si vous m'entendez? Dans tous les cas, j'ajouterais, par rapport à la dernière intervention, vous avez parlé du temps
c'est une chose très importante. C'est pour ça que pour moi, il était très important de dire que ça avait pris autant de temps, non pas à Ulysse, mais à Homère, de raconter les 10 ans de voyage et le temps de la reconnaissance. C'est 14, voilà, 12 chants chacun, 24 chants, ça prend autant de temps que les 10 ans de voyage que le temps de construire sa place au milieu des siens. Voilà. Et l'hospitalité, c'est d'abord donner du temps. Effectivement. On ne peut pas faire ça rapidement. Voilà. Alors, écrire un livre, ça prend du temps aussi. Vous m'avez dit que vous avez mis 2 ans à écrire, donc Accueillir, venu d'un ventre ou d'un pays, qui remet en perspective des choses peut-être qu'on a l'habitude de traiter autrement, de manière peut-être plus quotidienne. Et là, ça nous permet effectivement de nous replonger dans Ulysse, dans des traditions corses, dans plein de traditions. Donc je vous invite à aller sur le stand d'Ambre Blanche et à vous saisir de ce livre. Et merci beaucoup Marie-Josée Monzin. C'est moi qui vous remercie. Et à bientôt. En vous lisant, on approfondira toutes vos réflexions. Merci beaucoup.